Bonjour à tous, désolé pour le petit retard. Un peu difficile d'arriver à Grenoble en voiture. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et comment appliquer l'IA aujourd'hui au site web. Alors, plus généralement, je vais parler particulièrement des sites e-commerce. Mais en fait, ce que je vais dire, ça va pouvoir s'appliquer à tout type de site web. À partir du moment où vous avez des données, des serveurs pour faire tourner ces algorithmes. Alors très rapidement, sur notre société Neovision, on fait du conseil, du service en IA, donc on aide les sociétés, notamment les éditeurs logiciels et autres, à créer des technologies sur mesure, des IA sur mesure. Ça passe du conseil pour choisir les bons algorithmes, les tester et les mettre en œuvre après sur leur site web. On est une équipe de 5 personnes aujourd'hui sur Grenoble. On est à Mélan, juste en face de Orange Labs, pour ceux qui connaissent un peu Grenoble. Et on est issu d'une école d'ingénieurs NCMAG et les fondateurs sont passés par l'INRIA. 3 exemples et je vais focus pendant ma présentation sur celui du centre. Reconnaissance d'image pour OneAdvisor. Vous photographiez une bouteille de vin, ça reconnaît la bouteille dans un panel de 500 000 bouteilles en moins d'une seconde. Comment c'est possible? C'est de l'analyse de logo, de l'analyse de texte. Et ça, derrière, c'est de l'intelligence artificielle qui permet de faire ça. Web Marketing Booster, une plateforme, alors vous la connaissez peut-être, c'est une plateforme qui permet d'optimiser, de booster vos ventes sur des sites e-commerce. Derrière, il y a des algorithmes de prédiction de vente, il y a un moteur de recherche intelligent, il y a des algorithmes de recommandation, et tout ça aussi, ce sont des algorithmes d'IA qui tournent. Et un petit exemple aussi d'une application que j'aime beaucoup qui s'appelle Colibris, qui vous permet de rentrer vos lectures. Et dessus, il y a des algorithmes donc, qui vous recommandent des livres qui sont pertinents, donc des livres complémentaires ou similaires à ce que vous avez déjà lu, avec justement des algorithmes de recommandation qui sont des algos de filtrage collaboratif et donc de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? On entend beaucoup parler, beaucoup de gens en parlent, et même, on va dire, les experts ne sont pas trop d'accord entre eux sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous donner la mienne rapidement, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais je suis dedans depuis une dizaine d'années maintenant, et en fait, la définition change en fait avec le temps. La définition de l'IA qu'on a aujourd'hui, c'est pas la même que la définition qu'on avait il y a 20 ans. Et je suis persuadé que c'est pas la même définition qu'on aura dans quelques années. Aujourd'hui, l'IA, c'est très assimilé à des algorithmes complexes qui vont chercher à résoudre des problèmes cognitifs. Cognitif, ça veut dire ce que peut faire le cerveau humain, reconnaître des images, reconnaître des sons, reconnaître des formes. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne sait pas coder avec nos doigts, avec des if, des else, des boucles et des choses comme ça classiquement que les informaticiens utilisent. Et on est obligé d'utiliser des bases de données, des exemples, et des algorithmes qui vont apprendre sur ces bases de données pour reconnaître ces choses-là. Bon, les réseaux de neurones, vous en avez tous entendu parler, j'imagine. Aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. Mais c'est pas toujours ça qu'on a utilisé, c'est pas toujours ça qui était leader en intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup de choses. Mais ce qui a vraiment changé les choses, c'est en 2010, juste pour vous faire un peu le scope. Et après, je vais focus sur le web. Les scientifiques ont créé une énorme base de données d'images annotées. Toutes les images étaient étiquetées. Ça, c'est un chien, ça, c'est un chat, ça, c'est un cheval, ça, c'est un arbre. Et ça a tout changé parce qu'on a eu une énorme base vraiment propre sur lesquelles les scientifiques ont pu tester et évaluer leurs algorithmes. Avec l'apparition notamment des cartes graphiques, on est arrivé en fait avec des performances qui ont vraiment tout changé. On a gagné 10% d'erreurs sur la précision de cette base. Et point singulier, en 2015, on est passé en dessous des 5% d'erreur, qui est le taux actuel de reconnaissance d'un humain sur cette base d'images. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on sait faire mieux qu'un humain sur de la reconnaissance d'images. Et ça a tout changé en termes d'intérêt, notamment sur l'industrialisation de ce type d'algorithme. Donc voilà, ça c'est une image de ce qu'on sait faire en reconnaissance d'images. On sait dire qu'il y a un chien, un vélo et une voiture automatiquement. Alors maintenant, sur le web, je vais focus sur le client avec qui on travaille, qui est Web Marketing Booster, qui est une solution qui se plug notamment sur Magento PrestaShop et qui vous permet de suivre le parcours utilisateur, qui vous permet de faire des recommandations qui sont du coup personnalisées, puisqu'on comprend mieux ce que font chaque utilisateur, et qui permet d'analyser toutes ces données-là pour booster les ventes après sur le site.
Donc nous, on fournit une API à ce client qui permet de faire différents types d'analyses intelligentes. La prévision des ventes. Alors, sur un site e-commerce, ou de manière générale, les marchands, ce qu'ils veulent éviter, c'est la rupture de stock. Vous ne voulez pas vous retrouver à ne pas pouvoir répondre à la demande de vos utilisateurs. Et une des façons, ou alors vous voulez pas être en surstock, vous voulez pas commander trop de choses par rapport à la demande qui va venir. Et donc une des façons de faire, c'est de pouvoir prédire en fait les ventes futures à partir des ventes passées. Donc pour ça, on n'utilise pas seulement la variable de vente. C'est pas juste la courbe tout en haut que vous allez voir. Enfin, en haut, tout à gauche, vous voyez les soldes d'été. Au milieu, on voit un petit pic un peu timide sur les soldes d'hiver. Et à la fin, on se retrouve à vouloir prédire qu'est-ce qu'on aura comme tendance de vente sur la fin de la période. Donc on n'utilise pas que les ventes, mais on utilise aussi des données, donc des données internes au site, comme les ventes, comme les soldes, comme la quantité, on va dire les flux en fait sur le site, mais on utilise aussi des données extérieures. Et donc là, on a utilisé la météo, parce qu'en fait, ce site-là en particulier, c'était des ventes de chaussures. Et donc notre client savait que enfin le client de nos clients, et en analysant ce site-là, on savait que ce site était très influencé par la météo. Donc on a utilisé cette variable-là, c'est vachement intéressant parce qu'aujourd'hui, les données météo, on a un historique sur plus de 100 ans et on peut avoir des prévisions à 16 jours qui sont assez bonnes. On a utilisé aussi les notions de solde, savoir à quel point les produits sont soldés sur le site. Et on a utilisé aussi les tendances globales du marché. Je crois que j'ai fait un slide là-dessus. C'est les Google Trends qui permettent en fait d'avoir globalement pour un mot-clé ou des mots-clés qui sont pertinents par rapport au métier de la personne, d'avoir la tendance de recherche des utilisateurs. Et ce type de courbe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on arrive mieux à prédire aujourd'hui les épidémies de grippe que les organismes mondiaux de la santé qui utilisent des statistiques sur les médecins généralistes. Et donc on a essayé d'utiliser l'information qu'il y avait dans ce type de courbe pour essayer de prédire au mieux les ventes que vont faire les personnes. Donc là, par exemple, c'est une courbe sur le mot Birkenstock, qui est le site web sur lequel on a fait ce POC. Et par exemple, sur le mot-clé veste de ski, les courbes sont complètement différentes et on peut du coup estimer le volume global du marché par rapport à ces recherches-là. Et donc là, juste pour la petite info, on a réussi à prédire avec 15% d'erreur à peu près le volume de vente futur avec des algos donc de deep learning qui prennent en entrée toutes les datas dont je vous ai parlé et qui prennent en sortie du coup les prévisions sur une période donnée. Voilà. Moteur de recherche. Alors on utilise tous Google, j'imagine, dans la salle. Avant on utilisait Yahoo ou d'autres moteurs qu'on a tous oubliés aujourd'hui. Et ce qui fait vraiment la force de ce type de moteur, c'est vraiment des algos qui vont réfléchir pas seulement aux mots que vous allez utiliser, mais à votre parcours utilisateur, qui vous êtes, quels sont vos centres d'intérêt, etc. Et donc là derrière, ce sont des algos qui vont essayer de faire de la segmentation utilisateur, j'en parlerai un peu plus tard, et qui va essayer d'être plus malin sur vos mots-clés et pas juste basé sur les mots-clés. Donc là, on a utilisé un moteur qui est aujourd'hui à l'état de l'art, en termes de recherche sémantique et de texte, c'est ce qui s'appelle Elasticsearch, que vous devez sûrement connaître. Et par-dessus, on a plugué donc une IA qui va apprendre en fait les clics et les comportements des utilisateurs par rapport à ce qui est recommandé par ce moteur-là. Et typiquement, si un utilisateur, à partir d'une recherche, clique sur le 3e lien qui est proposé, le 3e lien va à la fois d'après remonter plus haut si c'est la même requête qui a été faite par un utilisateur similaire. Donc on a un score de probabilité qui va apparaître et qui va permettre de trier en fait les produits en fonction de ce que les personnes recherchent. Et donc ça se fait, c'est instantané quoi. Sur le web, vous pouvez voir tous les moteurs aujourd'hui dignes de ce nom, ils sont insensibles à la faute de frappe et ils sont typiquement auto-apprenants et vont s'adapter à qui vous êtes et ce que vous tapez. Alors on a fait aussi de la veille concurrentielle automatisée pour ce client. Donc vous avez un produit, vous avez une photo, vous avez du texte, typiquement, je ne sais pas, sur un site web type eBay ou autre, et vous avez le même type de produit mais avec une photo un peu différente parce que le e-commerçant a photographié ou le commerçant a photographié ses produits différemment, a organisé son texte de manière différente sur le site et vous voulez pouvoir avoir un score de similarité entre deux pages pour pouvoir automatiquement savoir que votre concurrent a augmenté ou baissé ses prix pour pouvoir adapter votre stratégie en fait commerciale automatiquement. Donc là, on a utilisé des algorithmes qui vont analyser l'image, vont dire si les images sont plus ou moins similaires, vont analyser le texte aussi, la page web, et dire si les pages web sont similaires ou non. Et après, fusionner ces deux informations pour scorer.
Donc là, la première image que vous voyez à gauche a 90% de chances d'être similaire à la photo de gauche. Et celle tout à droite, 50%. La segmentation utilisateur, j'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir regrouper en fait les gens, les personnes, les utilisateurs d'un site web par comportement similaire, homogène. Donc on va dire que toutes les personnes qui se ruent tout de suite vers la première, une segmentation très simple, on va dire, toutes les personnes qui se ruent tout de suite vers la page femme par exemple, et qui vont regarder les robes, on aimerait que ça soit un certain type d'utilisateur, et toutes les personnes qui se ruent vers la page homme, vers les chaussures par exemple, ça soit un certain autre type d'utilisateur. Et bien sûr, ça c'est ce qu'on faisait manuellement pendant longtemps, et on a fait la segmentation sur les sites web par catégorie, par page. Mais imaginez maintenant que vous arrivez à analyser le comportement de vos utilisateurs en regardant les clics, les ajouts au panier, la navigation, le temps que les gens passent sur les pages, savoir si c'est des personnes qui achètent compulsivement ou si c'est des gens qui ont besoin de revenir plusieurs fois avant d'acheter. Ben, vous pourriez automatiquement adapter le contenu de votre site aux différents segments que vous avez identifiés. Alors, ce sont des segments qui sont un peu difficiles à comprendre puisque la machine crée automatiquement ces segments et elle ne va pas pouvoir vous dire et vous expliquer quelles sont les personnes qui sont dans ces segments et pourquoi est-ce qu'elles sont similaires, mais elle pourra juste vous dire que ces utilisateurs-là sont similaires. À vous après de faire du marketing et d'aller sonder ces personnes-là pour savoir vraiment à quoi le persona qui est derrière, mais parfois c'est même impossible à faire vraiment. Par contre, vous savez que ces personnes-là réagissent de la même manière. Donc vous pouvez faire de l'A/B testing sur ces gens-là et vous savez que vous avez des groupes homogènes après et sur lesquels vous pouvez être plus performant. Aujourd'hui, on peut imaginer même que le contenu s'adapte en fonction de la personne, que le titre change, qu'il soit plus pertinent en fonction des gens que vous avez en face. Des gens qui, vous savez, qui restent que quelques secondes sur une page, ben vous proposez la version courte de votre article. Les gens qui sont plutôt gros lecteurs et qui vont rester longtemps, vous proposez la version longue. Et il y a beaucoup d'applications qui sont potentielles, qui sont possibles avec ça, et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore sous-exploité sur Internet. Le filtrage collaboratif, ça c'est pouvoir proposer des produits, recommander des produits de manière personnalisée. Donc ça, vous l'avez tous vu hein, sur Amazon, par exemple. Les personnes qui ont acheté ce type d'article ont aussi acheté ce type d'article. Comment ça marche? C'est regrouper en fait les utilisateurs c'est pas juste segmenter les utilisateurs par rapport à leurs actions comme tout à l'heure, mais c'est vraiment trouver en fait des profils et des comportements qui sont cohérents. Typiquement, vous allez trouver des corrélations entre différents articles qui vont être souvent achetés ensemble ou souvent très peu achetés ensemble. Et vous allez pouvoir dire, ben, pour les personnes qui ont acheté ou qui vont cliquer sur ce type de produit, c'est tel autre type de produits qui vont potentiellement les intéresser. Et c'est des algorithmes qui sont intéressants parce que la plupart des algos, on va dire typiquement la segmentation utilisateur, vous allez devoir faire tourner pendant très longtemps vos algos pendant plusieurs jours avant d'avoir vos segments. Là, pour ce type d'algorithme, vous pouvez le faire en temps réel et faire des recommandations d'une page à l'autre en fonction de la navigation de la personne sur le site. Donc là, il y a quelques exemples. Une personne qui a cliqué sur une Madrid bleue, qui n'était pas très convaincue, qui a cliqué sur une Madrid marron. Puis après qui a cliqué sur une Arizona et finalement elle a acheté la Madrid bleue qui était dans son panier. Et donc l'algorithme après lui recommande des produits qui sont similaires ou complémentaires. Enfin surtout similaires, là, donc des Madrid d'autres couleurs. Avec la marron en deuxième parce que ça avait l'air de l'intéresser quand même pas mal. Ma dernière slide, parce que j'ai que 15 minutes. Après je pourrais répondre à une question si vous voulez. Les chatbots. Donc là on en parle beaucoup aussi des chatbots et je pense que ça permettrait de beaucoup automatiser les flux commerciaux, notamment, enfin les demandes, on va dire, sur des sites notamment e-commerce. Et si on imagine tout ce qu'on avait avant, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a les recherches de la personne sur le site web, on connaît son segment, on connaît son profil, on sait quels sont les produits qu'on pourrait lui recommander et on sait à coup sûr que 99% ou 95%, je ne vais pas exagérer non plus, que la personne est prête à acheter les produits qu'on a en liste. Et ben, on peut faire un petit robot qui va parler le même langage que la personne parce qu'on connaît son segment et sa façon de parler et lui proposer du coup du contenu qui soit personnalisé pour améliorer, on va dire, le taux de conversion sur le site. Alors aujourd'hui, ouais, là c'est dans une optique e-commerce, mais on peut ici imaginer un site web qui soit un canal de communication pour le SAV, par exemple, d'une société, d'une grosse société où il y a beaucoup
de plaintes. Typiquement, je sais pas, Red SFR, toutes les personnes qui disent ma carte SIM marche pas, voilà. Est-ce que tu as pensé à la mettre dans le bon sens ou est-ce que tu as pensé à mettre ton code PIN d'activation? Je pense que ça, le SAV, la 90% des réponses du SAV, c'est toujours la même chose. Et pour le coup, un chatbot permettrait de répondre avec un arbre aux principales demandes. Et si jamais la demande sort, et aujourd'hui c'est possible avec les outils qui existent, il y a pas mal de leaders sur le marché aujourd'hui en chatbot qui permettent de faire ce genre de choses, de pouvoir traiter les questions qui sortent de la normale et là rediriger automatiquement vers un opérateur. Et là, aujourd'hui, nous, on réfléchit à travailler sur des algorithmes qui permettent d'automatiquement améliorer l'arbre en fonction l'arbre de discussion, de conversation, en fonction de ce que des interactions en fait, avec les utilisateurs, et se rendre compte qu'au bout d'un moment, tous les utilisateurs posent certains types de questions à un certain endroit. Ben, peut-être qu'il faudrait améliorer le chatbot et que le chatbot automatiquement propose un certain type de réponse. Aujourd'hui, oui, les chatbots sont très figés, sont très statiques, mais je pense que dans l'avenir, dans les prochaines années, on va avoir une évolution qui permettra aux chatbots de répondre de manière plus dynamique et de prendre plus de liberté. Et ça changera pas mal de choses, je pense. Les résultats de tout ça, c'est des promesses un peu, mais c'est une réalité quand même. C'est des marges brutes qui sont améliorées pour les clients de mon client. Des parts de marché gagnées et globalement des services qui sont plus prédictifs et moins dans le réactif, on va dire, et plus personnalisés. On va vers du web qui est plus personnalisé et plus sur mesure. Voilà, merci beaucoup.